Bonjour à tous, aujourd'hui sur Ultra Green, on va parler inner source. Alors, l'inner source, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté d'intégrer les principes de l'open source dans son modèle de développement au sein de son organisation. Donc, c'est inspiré par les principes de l'open source, par les méthodes et par les moyens de développer de l'open source, et ça repose sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est la notion de communauté plutôt que d'équipe fermée. Avec, effectivement, avec cette idée de communauté, la volonté de construire une approche contributive. Ça veut dire, en substance, ouvrir le code du logiciel qu'on produit, de la solution qu'on est en train de fabriquer, à l'ensemble de l'entreprise. Et du coup, quelque part, augmenter le périmètre de personnes qui vont contribuer, encore une fois, à cette solution. Et c'est pas uniquement refermé sur les aspects du code produit, mais c'est valable aussi pour tout ce que va produire le projet, y compris dans sa documentation. Donc l'argumentaire initial de l'open source, il repose sur trois grands fondamentaux. L'approche contributive qui améliore le produit, la capacité à réduire les silos pour augmenter la proposition de valeur et faire en sorte que les équipes communiquent mieux et s'investissent mieux sur le produit qui est fabriqué, et donc de facto la capacité à augmenter le périmètre d'innovation. On va le regarder plus en détail. Cet aspect collaboration améliorée, c'est la volonté de favoriser les échanges d'idées, pardon, au sein des départements, de faire en sorte que le besoin métier soit directement susceptible d'être proposé par les acteurs métiers qui sont en capacité de le produire. Ça ne veut pas dire uniquement sur le code, mais on l'a vu, hein, ça veut dire aussi potentiellement travailler sur les phases de spécification. Donc, et développer une culture de la spécification par le code dans une entreprise et d'expliquer comment rédiger dans des syntaxes qui vont permettre de faire du behavior driven development ou du test driven development vont être un des éléments qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser l'inner source dans un écosystème de population très élargi. Forcément, ça fabrique du lien entre les équipes parce qu'ils contribuent tous sur un même projet, sur une même proposition de valeur locale. Et donc, quelque part, c'est ça qui va provoquer cette rupture des silos. L'accès au code source, l'accès aux ressources à l'ensemble des employés va leur permettre de voir de façon claire ce qui est en train de se fabriquer et de contribuer, de participer, d'influer sur ce qui est en train d'être fabriqué. Et ça facilite la réutilisation des solutions. Il y a peu de chances, donc il y a peu de chances qu'il y ait plusieurs entreprises, pardon, plusieurs entités qui travaillent sur une même fonctionnalité dans leur coin, parce que la démarche inner source va faire en sorte que euh, on met à disposition les réalisations sur un même GitLab, sur un même portail de contribution, une même chaîne d'intégration, et on publie la documentation à un seul et unique endroit. Donc, quelque part, le premier réflexe que doivent avoir les gens, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un a fait le travail et est-ce que je peux le récupérer? L'innovation, forcément, bah, le fait qu'on puisse récupérer une solution va permettre potentiellement de l'utiliser dans des principes qui n'étaient pas définis, qui étaient pas prévus par le projet de mise en œuvre initial. Donc, il y a l'augmentation de l'expérimentation, de la prise de risque, et puis une récupération d'une valeur proposée, d'une valeur proposée par un vivier de compétences, un vivier de types de salariés, d'expériences différentes. Donc là, on a fait ce focus sur la valeur locale, et puis bah, on va essayer de la remettre sur la même analogie qu'on peut voir avec l'open source, le principe de valeur globale. Donc il y a bien ce bien commun et l'utilisation de l'intelligence collective. Il y a l'ouverture globale et la transparence de ce qui se réalise, et du coup la capacité à augmenter le reuse et à éviter les doublons d'initiatives. Et puis il y a cette capacité à proposer de la disruptivité, de la différenciation, parce que du coup des personnes vont pouvoir utiliser, contribuer, partir de quelque chose qui est déjà proposé et disponible à tout le monde pour lui apporter une valeur différente. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le changement de paradigme avec l'inner source. En rouge, la colonne rouge, elle représente une équipe de développement refermée sur elle-même de façon très encylée. Et en vert, on va retrouver ce que propose le modèle inner source, c'est-à-dire une augmentation
du spectre de potentiel de valeur et effectivement un besoin en termes de ressources dédiées plus faible. La core team, elle a la responsabilité de développer le logiciel, d'en gérer la valeur, d'en gérer la gouvernance. Cette lead team, puisque c'est comme ça qu'elle va se nommer, la somme de charges de travail nécessaire qu'elle va avoir besoin va être plus faible, puisqu'elle va bénéficier d'une contribution collective sur les développements. Et du coup, elle va plus être sur un rôle de contrôle de la valeur, de modération, de réception de la proposition de valeur. Donc on verra qu'il faudra des processus, il va falloir structurer ce qui est produit. Mais du coup, elle va gagner du temps sur la partie gouvernance du produit. Donc, on a un gain sur la diversité d'expérience, puisque dans ce spectre du potentiel de valeur, on va retrouver des profils complètement différents, depuis de simples utilisateurs jusqu'à des experts, jusqu'à des gens qui sont aussi des contributeurs réguliers. Il va forcément y avoir une grande diversité des contextes, puisque on l'a dit, hein, potentiellement, ils y ont accès, ils peuvent le mettre en œuvre et l'utiliser dans des modalités qui sont complètement différentes. Et puis on a un accroissement du volontarisme, c'est-à-dire on est content de contribuer et on est content de voir arriver ces évolutions sur le logiciel, donc bah, on a envie de continuer à contribuer. Après, ce qui est important, c'est de regarder justement que c'est vraiment un enjeu de fédération au sein de l'entreprise. Fédération sur le contributif, le coopératif, et puis un enjeu de rationalisation des initiatives inutiles. Donc, si on parle maintenant en termes de résultantes, à quoi ça sert de mettre en place de l'inner source? Bah, ça facilite et ça augmente le partage et la montée et favorise la montée en compétences. Parce qu'effectivement, il y a un collectif plus important qui va donc être plus présent dans l'entreprise pour aider à la montée en compétences. Et le modèle contributif va s'appliquer aussi dans les équipes parce que ça va devenir un peu dans une génétique comportementale. On augmente la construction communautaire et l'échange entre sachants. Donc, on augmente le vivier global de contributeurs sur le projet. Donc, on augmente la capacité à faire évoluer le projet dans le temps. Par contre, il faut bien comprendre que ça n'implique pas la perte d'autorité. Il ne faut pas que ça implique la perte d'autorité de la lead team. Elle reste responsable des processus de merge, elle reste responsable du scope, du périmètre du produit, parce qu'elle porte la gouvernance et elle porte la stratégie du produit. Et il est donc nécessaire que cette lead team se concentre beaucoup plus sur les aspects gouvernance en espérant un contributif majeur et élargi. Si tout se passe bien, on obtient donc une baisse du taux d'occupation de la core team, qui devient cette fameuse lead team, et même normalement une augmentation globale du gain par rapport à la somme de travail qui est fournie. Est-ce que c'est tout le temps une accélération du développement? Ça l'est si on a des processus, si on a des méthodes et si on a les outils qui vont bien. Parce que cet effort de collaboration élargi et l'augmentation du périmètre de collaboration, s'il n'est pas canalisé, s'il n'est pas structuré, s'il n'y a pas une bonne façon de le gérer, pourrait très bien devenir un frein parce que la lead team va passer énormément de temps à recevoir des collaborations qui sont mal formulées, mal structurées, s'il manque une notion de structuration de l'effort et d'organisation de l'inner source. On le verra un petit peu plus tard. L'amélioration de la qualité du code, elle aussi, elle passe par la mise en place des bons outils et des bonnes démarches. Mais dès l'instant où on va le voir, hein, où on mettra les bons processus, qu'on va mettre en place la bonne gouvernance pour recevoir l'initiative inner source, bah, le nombre de contributeurs va être plus important. Donc le nombre de personnes qui sont en mesure de faire de la revue de code, du feedback constructif va augmenter. Et enfin, l'engagement des membres dans l'organisation, le sentiment d'appartenance doit croître, puisqu'effectivement, bah, il y a une communauté qui va s'agrandir avec des expériences différentes qui vont apporter de la valeur, des éléments de valeur différents au produit. Et bah, c'est donc un élément de renforcement du sentiment d'appartenance dans une entreprise. Alors, pour ces fameuses conditions de succès, il y en a trois qui sont majeures. La première,
L'agilité a tendance souvent à dire qu'il faut mieux un logiciel opérationnel une documentation exhaustive. Malgré tout, bah, il y a deux aspects de la documentation. D'abord, il va falloir documenter les principes, la façon de mettre en œuvre l'inner source dans l'entreprise, en mettant, plus la structure est grosse, potentiellement des contributing dans les projets pour définir les cadres de contribution, mais peut-être carrément faire un portail de l'inner source avec des processus d'incubation, avec des moyens de contrôler la maturité des produits qui sont proposés. Euh, mais au final, c'est aussi la documentation de l'application. Pour que les gens puissent contribuer sur une application, il va falloir qu'ils aient rapidement la capacité de savoir ce qu'elle fait, à quoi elle sert, comment elle est mise en œuvre, que la façon dont elle est construite soit documentée correctement. Il va falloir des changelogs explicites pour savoir exactement comment évolue le produit et peut-être adopter des choses comme le conventional commit, des politiques pour gérer les commit logs pour que les choses s'automatisent avec l'aide d'une chaîne d'intégration continue. Il va falloir effectivement mettre en place des revues de code et travailler fortement sur le processus de contrôle de la qualité de ce qui est livré. Donc effectivement, hein, c'est encourager à tous les niveaux à la contribution, mais clairement mettre en place des processus efficaces sur la façon dont ces contributions doivent être mises en œuvre. Comment faire un commit, comment faire un merge, comment faire un merge request, comment structurer son développement, quels sont les incontournables. Un développement doit être accompagné par des tests, un développement doit être accompagné par de la documentation. Et donc tout ça doit être décrit dans le contributing ou dans le portail qui vise à clarifier les principes de contribution inner source dans l'organisation. Et puis le dernier, c'est l'activité de la communauté. Ça sert à rien de mettre en place un développement contributif si au final il n'y a pas de dynamique. Et c'est peut-être le plus difficile, c'est vraiment d'aller vers ce changement de paradigme, de créer cette culture de l'inner source, de continuer ce que l'agilité propose sur les principes d'inversion de l'injonctif vers le préemptif, de faire en sorte que les salariés se mettent par eux-mêmes dans une démarche d'autocontribution et d'appropriation du bien collectif. Il est indispensable de mettre des outils et de mettre en place un certain nombre de technologies pour que les choses se fassent de façon structurée. On l'a dit, oui, il faut décrire des processus, mais il va falloir mettre en place au minimum une chaîne d'intégration continue, et avec elle viendra aussi probablement les outils de communication et les outils de documentation. Mais typiquement, un GitLab sur lequel on va avoir un vrai change control, une gestion du changement avec des Kanban, avec des tableaux qui permettent de suivre l'évolution du produit. Il va falloir des outils de communication et puis peut-être probablement aussi favoriser la culture du ChatOps si on doit faire évoluer dans le temps une application avec des outils comme Mattermost, Rocket Chat. Et puis ce pan indispensable qu'est le pan de la documentation avec un portail de la culture inner source, avec un outil de référencement. Ça peut être la Forge elle-même hein, qui référence les projets, mais quelque part aussi un endroit où on fédère un peu le niveau d'incubation, le niveau de maturité des solutions qui sont fabriquées. Et la bonne façon de faire, c'est de le faire aussi de façon contributive, donc avec du wiki, quelque chose qui va de facto être basé sur une approche de contribution, de contribution ouverte. Ce qu'il faut aussi, c'est effectivement utiliser des outils comme MKDoc pour générer automatiquement dans les chaînes d'intégration continue la documentation, qu'à chaque version, on puisse effectivement y associer euh, la documentation mise à jour et que finalement, effectivement, on essaye de structurer, de faire en sorte que les gens qui contribuent sur le logiciel, dans leur processus de développement, intègrent le fait que la documentation fait partie intégrante de la proposition de valeur qu'ils sont en train de formuler. Il y a un certain nombre de défis à surmonter, on en a déjà entreaperçu un certain nombre, mais du coup, bah, le premier, c'est l'aspect culturel, hein, c'est ce fameux changement de paradigme, hein, l'inversion entre le mode injonctif, je reçois le travail et je reste dans mon silo, pour aller vers un mode beaucoup plus préemptif sur le travail, contributif, et donc une culture de la communauté de travail. Le,
l'aspect très important, hein, c'est aussi la gestion des contributions. On l'a dit, hein, va falloir fixer des règles très claires sur la façon de contribuer, mettre en place la publication de ces processus de contribution pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Donc ça peut se faire de façon locale sur les projets avec un contributing, mais ça se fera beaucoup plus dans des grosses structures sur un portail de la contribution, un portail de l'inner source, de la culture inner source. Et puis, surtout, ne pas oublier que on a toujours besoin de la lead team et que c'est toujours elle qui doit être autoritaire sur ce qui est réalisé et qui va être dans le processus de contrôle des merges, dans le processus d'intégration de la valeur contributive. Et du coup, ça doit être matérialisé dans les outils de la chaîne CI/CD. Sur le GitLab, il va falloir fixer des rôles bien documentés, avec des actions, des droits bien précis, eux aussi bien documentés, et des permissions associées bien précises et bien strictes, pour faire en sorte que ce contributif ne devienne pas du destructif. Et enfin, le dernier défi, c'est justement ce maintien de la qualité, hein, qui passe par ce on vient de dire, hein, sur la garantie de contrôle du merge, mais aussi sur le fait que en permanence, la lead, la lead team et donc la gouvernance du projet est bien consciente que son objectif devient le contrôle de maturité et de ce qui est fourni, et que les gens qui contribuent se s'astreignent à mettre en place à respecter les pratiques définies sur les contributing ou sur le portail des processus de contribution inner source. Donc voilà, l'objectif c'était faire un petit peu ce petit tour d'horizon de l'inner source, de comprendre qu'aussi l'open source, bah, ça sert aussi à la face, ça peut servir, et les méthodes de l'open source peuvent servir pour améliorer notre façon à produire du logiciel pour nous-mêmes dans nos entreprises, dans nos organisations. Merci et au revoir.